Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce rendez-vous Femmes d'hockey. J'espère que tout le monde va bien à la maison. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes avec cette deuxième vague qui nous frappe de plein fouet. Mais j'ai l'intention de vous divertir ce soir et de vraiment vous combler avec une invitée d'exception. Une femme qui fait partie du premier trio au niveau du management pour le Canadien de Montréal auprès de Jeff Molson et Marc Bergevin, France-Margaret Bélanger pour ce rendez-vous Femmes d'hockey présenté par M2 Assurance. France-Margaret Bélanger, bienvenue à Femmes d'hockey. Isabelle, merci beaucoup et merci de m'inviter à Femmes d'hockey. Je suis privilégiée d'être ici avec toi. Merci. Le privilège est pour moi d'avoir une femme de décision, une femme, une redoutable négociatrice et très respectée comme toi, de venir nous parler de ton parcours, de qui tu es. C'est un honneur pour nous de t'avoir. Ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. France-Margaret, tu as été nommée au sein du Conseil exécutif d'inclusion dans la Ligue nationale de hockey dans les dernières semaines, on l'a entendu. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Oui. En effet, c'est le 3 septembre que la Ligue a fait cette annonce-là. Maintenant, ça fait longtemps que je savais que Gary Bettman assemblait ce comité-là. Puis on peut penser que c'est juste en réaction aux événements, là, les événements très malheureux, très tristes de George Floyd et ce qui en s'est suivi par la suite. Mais ça fait longtemps que la Ligue travaille là-dessus. Même, je te dirais qu'en décembre, au Conseil des gouverneurs du mois de décembre, Bettman avait parlé de la formation de ce comité-là. Et puis, je me sens encore très privilégiée d'avoir été sélectionnée. C'est un comité, on est environ une quinzaine. C'est mené par Gary Bettman lui-même. Alors, ça donne aussi... Ça signale l'importance que la Ligue nationale accorde à ça parce que Gary Bettman n'a pas délégué ça à quelqu'un d'autre. C'est lui-même c'est lui-même qui va mener ce comité-là avec Kim Pegula, qui est la propriétaire des Sabres de Buffalo, avec son mari. Alors, c'est fantastique. Puis j'espère que notre voix aussi, parce que bien sûr, c'est ma voix, mais c'est celle du Canadien de Montréal, celle du marché de Montréal, en fait, qui va influencer un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des décisions, au niveau de la diversité puis de l'inclusion de la Ligue nationale. Alors, c'est une grande fierté. Je suis très heureuse de ça. Bien, on parle de... parce que c'était dans les médias dernièrement, puis on a appris, mais je veux qu'on apprenne à comprendre c'est quoi ton rôle. Bon, tu es chef de la direction commerciale et vice-présidente exécutive du Canadien de Montréal et du groupe CH depuis 2 ans. On te connaissait comme l'avocate du Canadien, mais explique-nous, c'est quoi ton rôle réellement? Qu'est-ce que tu fais au sein du Canadien? Parce que je parlais en début de jeu que tu fais partie du premier trio. Tu es une femme très influente et de décision pour notre équipe, mais explique-nous, c'est quoi ton travail? Bien, premièrement, j'ai joint le Canadien en 2013. Alors, ça commence quand même à faire longtemps. Ça fait 7 ans cet automne. Et puis, comme tu le disais, Isabelle, mon rôle a évolué. Au début, j'étais vraiment plus au niveau juridique. Puis, au fil du temps, mon rôle a évolué. Puis, ce que je dis, en fait, c'est tout ce qui se passe sur la glace, évidemment, c'est notre directeur général, c'est Marc qui forme l'équipe, c'est Marc qui vraiment choisit tout ce qui se passe au niveau de la glace, ses coachs, tout son système, ses scouts. Il y a quand même une très grande organisation autour des opérations hockey et c'est vraiment Marc qui mène la charge à ce niveau-là. Puis moi, c'est tout ce qui n'est pas hockey sur la glace. Alors, toutes les décisions commerciales, on peut parler... on a juste à penser un peu qu'est-ce que ça représente une équipe de hockey. Alors, c'est la vente de billets, c'est la vente de loges, c'est la négociation des droits de télé, c'est tous nos partenaires commerciaux, que ce soit des associations qu'on peut se faire. Là, je ne peux pas les nommer, il y en a trop. Oui. On a beaucoup, beaucoup de partenaires commerciaux, mais tout ce qu'on peut faire au niveau de la commandite, c'est tout notre contenu, nos plateformes, c'est Habs TV, c'est nos sites web, c'est Tricolore Sport, qui est là où on peut se procurer le très magnifique jersey du Canadien. Oui! Alors, ça se décline vraiment sur... c'est vraiment tous les aspects commerciaux de l'organisation. Et puis, c'est la même chose aussi avec le Rocket de Laval. J'ai aussi la direction commerciale du Rocket. Alors, c'est vraiment tout ça. Mais évidemment... Je fais ça en équipe. On a une grosse équipe quand même. Là. Il n'y a personne qui peut faire tout ça seul. Alors, je suis super bien entourée. Il y a des gens fantastiques dans mes équipes. Puis, ce serait le fun de pouvoir parler de ces gens-là aussi. Alors, je suis super bien entourée. Puis, je pense que ça, c'est la clé. Puis, on a la chance de faire ça. Alors, c'est ça. Ces temps-ci, c'est un petit peu plus complexe avec la COVID et tout. Il y a beaucoup plus d'incertitudes. Mais c'est ça essentiellement mon rôle. Donc, en fait, moi, tu sais, avec Femmes d'hockey, on dit le hockey ne se joue pas que sur la patinoire. Donc, toi, tu es la femme d'hockey du Canadien de Montréal. Tu gères tout ce qui est à l'extérieur de la patinoire pour qu'on puisse voir le spectacle sur la patinoire, mais aussi tout ce qui est entertainment aussi, là, les spectacles et tout. C'est pas juste le club d'hockey.
Exactement. En fait, ça, c'est encore plus récent. J'ai repris, en fait, toute la direction commerciale aussi d'Evenco. Alors, ça, c'est moins du hockey, mais il reste que c'est quand même très important. Puis, encore une fois, une grosse équipe aussi en place. Mais donc, c'est tous les spectacles, que ce soit au niveau culturel, au niveau plus divertissement, que ce soit tout ce qu'on fait au Centre Bell ou dans les autres salles qu'on peut gérer, comme la Place Belle, comme le MTELUS, qui est anciennement le Métropolis. Oui. Enfin, plusieurs salles. On a 8 salles. Puis aussi tous les grands festivals qu'on met de l'avant. On peut penser au festival de jazz, Francophonie, Oshéaga. Enfin, je pourrais parler de ça très longuement, mais c'est moins relié au hockey, mais c'est le divertissement. C'est un peu le pendant du hockey, tout ce qui se fait au Centre Bell. Donc, bon, chef de la direction commerciale, vice-présidente exécutive, sur le conseil d'exécution, en plus d'être gouverneur remplaçant dans la Ligue nationale. Ça c'est juste ton métier, là. C'est ta job. Parce que tu es aussi philanthrope, tu es impliqué dans plusieurs d'autres sphères. Depuis 7 ans, tu es à la Fondation d'Hôpital Sainte-Justine. Tu es présidente du Cercle canadien de Montréal. Vous allez avoir justement une belle rencontre avec Brian Hanush de Couche-Tard là, dans les prochaines semaines. Tu as le CA de la Fondation québécoise du cancer du sein. Tu es sur le comité aviseur du EBMI, excusez-moi l'anglicisme, c'est de Miguel. Ouais, je sais pas comment le dire en français, on est tellement habitués de le dire en anglais. Qu'est-ce que tu fais pour avoir autant d'énergie comme ça? Comment on fait? As-tu un truc à donner aux femmes là, autour de nous pour être capable de tenir tout ça de front? Ben, en fait, il y a plusieurs des choses que tu mentionnes, Isabelle. J'ai fait ça. Il y a des choses que je fais moins maintenant. C'est sûr que le Cercle canadien, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Maintenant, c'est plus moi la présidente du Cercle canadien. Les rôles ont changé. Puis même chose pour Sainte-Justine. J'étais très, très reliée à Sainte-Justine de près, cancer du sein. Tout au long de ma carrière, que ce soit quand j'ai commencé comme avocate chez Stikeman et maintenant, même en continuant avec le Canadien, c'est sûr que j'ai toujours été impliquée à l'extérieur de ce que je fais, plus dans le quotidien au niveau du travail. C'est sûr qu'à un moment donné, quand j'ai cumulé les fonctions au Canadien, lorsque j'ai pris toute la charge des relations commerciales, puis par la suite, plus récemment, tout ce qui se passe d'Evenco, j'ai essayé de... C'est quand même pas mal de travail. J'ai essayé de me concentrer un peu plus. Premièrement, tout le secteur divertissement, c'est quand même totalement nouveau pour moi. Il ne faut pas croire que je connaissais ça. Puis, il y a beaucoup de ramifications à ça. On peut penser que c'est simple parce qu'en fait, ce que les gens voient habituellement, c'est on arrive au Centre Bell, on arrive, on s'assoit, le spectacle commence, mais avant d'en arriver à ce point-là, il y a toute une question de gestion du calendrier, faire le deal avec l'artiste, s'entendre. Évidemment, c'est pas moi qui fais ça. Je répète, comme je le disais un peu plus tôt, il y a des équipes extraordinaires en place qui sont là, qui sont toujours là, Dieu merci, avec qui je collabore. Mais c'est un univers qui est très, très particulier, puis assez complexe aussi. Alors, j'ai vraiment essayé de mettre beaucoup, beaucoup de temps à apprendre ça. Puis aussi, au-delà d'apprendre ce métier-là, c'est d'apprendre à connaître les gens qui sont en place, tu sais, parce que pour être capable de faire fonctionner une équipe, il faut que les gens te fassent confiance. Évidemment, tu dois leur faire confiance, mais eux aussi, la confiance, c'est pas à sens unique. Eux doivent te faire confiance, puis c'est pas parce que tu as le titre ou le rôle ou la fonction que c'est automatique, ça. C'est au fil du temps. Et il faut s'embarquer dans l'équipe. Il faut peu à peu les écouter, les connaître, voir comment ils réfléchissent, montrer aussi, moi, comment je réfléchis. Puis, je crois que les années où quelqu'un arrive puis s'impose puis va penser qu'en 10 ans, ce qui doit être fait, ça va se faire. Moi, je pense qu'on n'est plus là aujourd'hui. Je pense que le leadership, c'est pas ça. C'est vraiment c'est influencer les gens, bien sûr, mais c'est les influencer en les faisant participer, puis de façon commune, là, en collaborant, d'en arriver à un point. Parce que dicter les choses, ça peut faire son temps, mais à un moment donné, ça finit que ça ne fonctionne pas. Alors ça a pris beaucoup de temps. Puis donc, au fil du temps, certaines des fonctions dont tu mentionnes, je ne suis plus impliquée là-dedans, mais je continue d'en faire à un tas d'autres niveaux aussi. Je suis certaine, parce qu'on dit de toi que tu es une personne très empathique, très présente, puis on le ressent dans tes commentaires. On va parler de ta formation, justement, parce que tu es avocate de formation, tu es allée à l'Université d'Ottawa, tu as fait ton barreau, puis après ça, bon, tu as développé, en étant au HEC à McGill, là, ton EMBA. Donc, tu as commencé avocate chez Stikeman Elliott. Puis, tu es devenue associée en 2003, mais toi, ton histoire avec le Canadien commence pas depuis 7 ans. Tu étais déjà impliquée à ce moment-là, dès tes débuts comme avocate. Oui, alors c'est bien vrai. Donc, j'ai commencé comme étudiante chez Stikeman Elliott il y a plusieurs années. Ça commence à faire plusieurs années quand même.
On vieillit, comme tout le monde, mais ça me semble que ça va vite. J'ai commencé chez Stagman, exactement. J'ai commencé en 95 et puis en 2001, l'associé directeur de l'époque, Pierre Raymond, avait reçu un appel d'un cabinet d'avocats de Chicago qui s'appelait Winston & Strawn. Et ce cabinet-là de Chicago avait pour client George Gillette, l'Américain George Gillette de Denver. Et on nous disait donc qu'il y avait cet Américain-là qui voulait acheter le Canadien. Et à l'époque, c'était Molson qui était propriétaire du Canadien, la brasserie Molson. Donc, de fil en aiguille, moi, j'ai été appelée à travailler sur ce dossier-là. Donc, il y avait l'associé plus senior qui était vraiment en charge du dossier. Puis, il y avait un tas d'autres personnes. Mais moi, j'étais vraiment celle qui roulait la transaction, qui s'assurait que tout tombe en place, tout ça. Je n'avais pas la seniorité nécessairement pour dicter la suite des choses dans la transaction, mais j'avais... on s'attendait de moi que je mette toutes les heures, puis vraiment que je m'assure que toute la transaction avance, puis d'aller chercher les informations de tous les avocats et tout. Alors ça, c'était mon rôle en 2001. Lorsque Gillette a acheté l'équipe, la transaction s'est conclue le 26 juillet 2001. Oui. Et par la suite, comme j'avais pendant des mois appris la structure, connu même les gens du Canadien à l'époque, il y a des gens qui sont plus là maintenant, mais le chef des finances, Fred Steer, je travaillais étroitement avec Fred Steer. Je connaissais pas mal tout de l'organisation. Et donc, une fois que George Gillette eut acheté l'équipe, évidemment, c'était notre client aussi de Gillette, alors il fallait qu'il fasse confiance à des avocats pour la suite des choses. Alors, c'était nous, Stagman. Et j'ai toujours tout fait le travail, que ce soit n'importe quoi, revoir qu'est-ce qu'on avait vraiment dit dans la transaction, tout le côté bancaire, le financement bancaire. Évidemment, je l'avais étudié, je l'avais un peu mis de l'avant avec les... Encore une fois, j'étais une très jeune avocate, alors c'est pas moi qui faisais le deal, mais j'avais vraiment absorbé toute la transaction puis tous les menus détails. Alors par la suite, j'étais une personne ressource assez utile pour le Canadien. Alors, ça a commencé en 2001. Puis par la suite, j'ai toujours fait le travail juridique. Il n'y avait pas de fonction juridique à l'interne. Ils nous confiaient ça chez Stagman. Et ça, c'était donc la première phase, c'était l'acquisition. Et par la suite, en 2009, Gillette a donc vendu l'équipe. Et là, bien, j'étais beaucoup plus vieille déjà et beaucoup plus senior. Donc, c'est vraiment plus d'expérience, plus d'expérience. Ah, c'est vrai. C'est plus positif de dire plus d'expérience. Et là, rendu en 2009, c'est quand même pas mal moi qui a, évidemment, toujours avec une équipe, il n'y a aucune transaction comme ça de cette envergure-là qui se fait seule, mais c'est moi maintenant qui dirigeais l'équipe. C'était un enchère. On a littéralement fait une vente aux enchères du Canadien. Puis il y a eu plusieurs personnes qui se sont intéressées. On vendait le Canadien, on vendait le Centre Bell, puis aussi le départ d'Evenco qui s'appelait à l'époque Groupe Spectacle Gillette. Et donc, il y a eu un tas de gens qui ont été intéressés par ces actifs-là. Puis il y a eu quelques offres claires sur la table. Il y en a eu 5, plus précisément, à l'époque. On a tout fait le tour de tout ça. Puis finalement, on s'est mis à négocier juste uniquement avec Jeff Molson et son équipe d'acquéreurs. Et finalement, ça l'a mené à la conclusion de l'acquisition par Jeff. Ça, c'était le 1er décembre 2009. Alors, ça remonte à loin, mon implication avec les Canadiens. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, on va rentrer dans le segment « On parle hockey » parce que moi, j'ai envie que tu m'expliques c'est quoi ta relation avec le hockey? Parce que, bon, tu travailles dans le milieu du hockey en tant qu'avocate, maintenant en tant que vice-présidente exécutive, mais c'est quoi ta relation? Tu viens d'une famille de 4 enfants. Est-ce que vous, à la maison, le hockey était une passion? Le samedi soir, y avait-tu des enjeux? Oui, absolument. Probablement, il faut dire tout de suite d'entrée de jeu, là, on va dévoiler que moi, j'ai jamais joué au hockey une seconde de ma vie. Mis à part dans le garage, j'ai un frère 5 ans plus vieux que moi, puis lui, je pense qu'il aimait jouer un peu. Fait que je m'habillais, il y avait comme un but dans le garage, puis là, il fallait que moi, j'arrête les rondelles, ce que j'étais incapable de faire. Je pense que c'était juste un jeu où est-ce qu'il me lançait les rondelles dessus. Je détestais ça. J'ai pas fait ça trop souvent, je te l'assure, Isabelle. Mais le hockey chez nous, c'est sûr qu'on adorait ça. Puis ça commençait par mon père, qui aime encore le hockey d'ailleurs. Lorsqu'on se parle, il me demande toujours qu'est-ce qui se passe avec l'équipe, qu'est-ce qui s'en vient. En tout cas, alors il y a toujours une grande ferveur pour le hockey. Puis ça remonte aussi loin que je me dis toute petite chez nous. Je viens de Matane en Gaspésie, puis mes parents habitent toujours là dans la maison familiale qui est toujours la même. Et la cuisine, c'est toujours la même chose. C'est une très grande cuisine, puis évidemment avec une table pour y manger, mais un genre de section divan avec un téléviseur, etc. Puis, évidemment, la télévision était toujours en marche lorsqu'il y avait des matchs. Puis, mon père était un partisan du Canadien. Il a toujours été. Évidemment, il a toujours été partisan des Canadiens. Puis, à un moment donné, les Nordiques sont arrivés. Oui. Puis, mon frère, peut-être par... je ne sais pas pourquoi, mais mon frère, à un moment donné, il a eu sa période nordique.
Puis là, c'était vraiment... On avait beau à la maison. C'est ça. Mon père a eu sa période nordique, mais moi, comme mon père prenait pour le Canadien, évidemment que je prenais pour le Canadien. J'avais peut-être... Mes premiers souvenirs de hockey, j'ai peut-être, je sais pas, 6 ans. On regarde le hockey le soir sur le fameux divan dans la cuisine. Puis... peut-être dans l'époque où il y avait le Canadien et les Nordiques, chacun en séries éliminatoires, chacun dans leur propre série, on avait mis à côté du téléviseur principal un autre téléviseur. Puis là, il y avait les matchs du Canadien sur le téléviseur principal, bien sûr. Et sur l'autre téléviseur, il y avait les matchs des Nordiques. Puis moi, ça m'énervait, ce truc de Nordique-là. Fait à toutes les fois que j'avais la chance, j'allais fermer le téléviseur parce que je trouvais que c'était le chaos. De toute façon, moi, je prenais pour les Canadiens comme mon père. Alors, c'est mes premiers souvenirs de hockey. Puis, ce sont de bons souvenirs parce que c'est des souvenirs en famille. Tout le monde dans la maison. Mais là, mon frère, évidemment, il s'est bien ravisé. C'est lui aussi un fidèle partisan du Canadien. Je tiens à rassurer. Il a vu la lumière. Ben oui, bien sûr. Il y a eu une petite... ça a dévié un bout de temps, mais là, c'est bien revenu. Mais c'est ça, le hockey. On a toujours été des partisans du Canadien. Puis, c'est une belle tradition en famille que plusieurs Québécois ont, évidemment. Bien, ça a dû aider à ton père, justement, et à la famille d'accepter que tu n'as pas continué avec l'entreprise familiale parce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Puis, bon, ce que je comprends, c'est que tu avais fait tes études pour pouvoir joindre l'entreprise familiale. Puis, finalement, tu es resté dans la grande ville. Puis, heureusement pour nous, maintenant, tu es avec le Canadien. Puis, on peut t'avoir. Et aujourd'hui, tu as 2 filles. Est-ce que tes filles aussi aiment le hockey? Oui, mes filles aiment le hockey. Bien, probablement, elles n'ont pas le choix par la force des choses. 2 filles, une de 9 ans, Juliette, l'autre de 12, qui s'appelle Margot. Et puis, comme ça fait 7 ans que je suis au Canadien, évidemment, Juliette n'avait que 2 ans quand j'ai commencé là-bas, Margot 5. Alors, c'est sûr que très rapidement, on est allé au Centre Bell. Puis même avant ça, lorsque j'étais chez Stagman, on a toujours eu des billets de saison. Puis, on a toujours aimé les filles au Canadien. Puis, évidemment, là, ça se poursuit parce que la semaine, je suis assez stricte. Là. Les filles vont à l'école, puis on ne se promène pas trop au Centre Bell la semaine, mais le week-end, il est absolument certain que le samedi, j'y suis, bien sûr, et les filles, ils viennent aussi. Puis elles portent fièrement leur jersey, les tucs, ils ont tout le kit, les foulards. Puis elles ont leur joueur préféré, on ne mentionnera pas ça ici. Puis elles ont la chance de venir au Centre Bell. C'est vraiment une chance qu'elles ont, évidemment, de pouvoir passer du temps. Elles aiment beaucoup le hockey. Puis même, on regarde les matchs cet été avec notre Canadien dans la bulle, puis qui a fait les séries. On regardait les matchs le soir cet été ensemble. Puis ils sont tout aussi énervés que moi quand on compte un but. Ça, je te l'assure. Ils ne peuvent pas être aussi énervés que moi. Moi, je suis une fan number one. Un jour, on fera ça. Peut-être quand on reviendra au Centre Bell, on regardera le degré d'excitation quand on compte des buts. Ouais. Je pense que le niveau excitation va être élevé cette année lorsqu'on aura la chance de retourner. On va être tellement contents. Mais ça m'amène sur une question. Si toi, tu étais un joueur de hockey, mettons qu'on pourrait faire un panel, tu serais qui et pourquoi? Tu penses que... Quelle question difficile. C'est tellement difficile, Isabelle, cette question-là. J'ai... Encore une fois, passant toutes mes journées au Centre Bell, normalement, j'ai la chance de côtoyer beaucoup, beaucoup de joueurs. On a Guy Lafleur qui vient, il y a Régent Hull, qui est notre président des anciens, qui est souvent au Centre Bell. Yvan Cournoyer, un prince qui est souvent au Centre Bell. Puis ça, ce n'est que pour mentionner nos ambassadeurs. Par la suite, il y a les joueurs actuels que j'ai l'occasion de côtoyer aussi, que ce soit chez Weber, Price, n'importe qui. Évidemment, je ne passe pas énormément de temps avec eux, c'est pas ça mon rôle, mais il reste que je les vois à l'occasion quand même. Puis ça, c'est sans compter tous ceux, évidemment, entre la génération de Guy et notre équipe actuelle. On a la chance de fréquenter beaucoup, beaucoup d'anciens qui viennent au Centre Bell. Notre porte est toujours ouverte, ils peuvent venir, puis on en voit énormément. Puis, tu sais, je pourrais en nommer là, 50, mais je ne le ferai pas. Alors, c'est difficile pour moi de se prononcer là-dessus parce que peut-être que je ferais une combinaison de joueurs si j'avais vraiment l'occasion de penser à cette réponse-là comme il faut. Mais chose certaine, je serais un joueur du Canadien. Ça, c'est sûr et certain. Je serais un joueur du Canadien, ça, c'est absolument certain, pour porter ce magnifique jersey avec le beau C qui, selon moi, est le plus beau de la Ligue. Mais évidemment, j'avoue que peut-être que je ne suis pas tout à fait impartiale dans mon analyse, mais je serais un joueur du Canadien, mais une combinaison de joueurs. C'est tellement une équipe de tradition, d'histoire, de passion. Moi, c'est que des beaux souvenirs. Puis d'ailleurs, as-tu un souvenir, toi, que tu aimerais nous partager, là, t'en as plusieurs certainement là, à pouvoir évoluer, mais y en a-tu un que tu chéris que tu aimerais nous partager aujourd'hui?
Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs situations, bien entendu, mais quand je suis arrivée, c'était donc l'automne 2013 et euh, ce qui a suivi, bien sûr, au printemps 2014, c'est cette incroyable poursuite que l'équipe a fait dans les séries. Tu sais, ça s'est terminé malheureusement trop rapidement à New York. Ouais. On se rappelle que Kreider avait foncé dans, en Ah, tout cas, on se on rappelle repart pas là-dessus. là. Ah, j'étais tellement fâchée. Dans Price, puis Price, évidemment, a été sorti du reste des séries. C'était un peu le début de notre fin. Mais, donc, c'est ma première année. Puis Jeff, qui est un homme absolument généreux, nous donnait l'occasion de suivre l'équipe en série, tu sais. Fait que c'est inouï, là. Fait que moi, je me suis promenée avec les joueurs dans cet avion-là pour aller sur certains marchés, tu sais. Puis, c'était vraiment ma première saison avec le Canadien, si je peux appeler ça comme ça. Puis je me disais, mais mon Dieu, c'est ça mon travail, là. C'était complètement fou. On s'est promené partout. Évidemment, on gagnait puisqu'on avançait, donc on gagnait. Alors, on était là, puis avec l'équipe de direction, c'était des moments absolument incroyables. Puis, évidemment, c'était ça qui était ma première saison. Puis je me disais, mais mon Dieu, c'est Wow. ça, c'est... Déjà, c'est sûr, c'est un travail exceptionnel d'avoir la chance de travailler dans le sport professionnel. Ça, c'est sûr, on pourra en parler plus longuement tout à l'heure, mais ce premier printemps-là de 2014 a été, ça restera toujours gravé dans ma mémoire. Moi, j'étais sur un nuage. C'était pas possible que de réaliser que je faisais partie de ça. Tu sais, comme du jour au lendemain, propulsé dans cette histoire-là de séries éliminatoires, puis des victoires, puis les partisans étaient fous. Je me rappelle, on avait été à Boston. J'espère que j'ai la bonne série, là. Je pense que oui. C'était absolument inouï. On était là avec quand même, on se promenait un peu avec certains items du Canadien. C'était totalement fou. Alors, c'est un souvenir extraordinaire. Moi, je m'en rappelle de ces séries-là parce qu'il y a eu plusieurs séries, on a avancé quand même. Et puis moi, je faisais partie de ces fans-là très impliqués avec mes Warrior Bands, avec les bracelets, puis en train d'espérer, puis d'aller au match parce qu'on avait la chance d'avoir des billets. C'était magnifique, c'était fou. On n'a pas conscience de l'impact que ça a au niveau communautaire de se retrouver devant une partie de hockey. Puis là, c'est la fin des séries. Là. Habituellement, c'est le début de la saison à ce temps-ci de l'année. Ouais. Moi, j'aime tout le temps être au premier match, ce moment de fébrilité quand M. Lacroix dit « Et maintenant, vos Canadiens de Montréal! » Et je suis comme... J'ai tout le temps des frissons. Et bon, cette année, ce ne sera pas le cas. C'est une année... on a le repêchage, ceci étant dit, qui s'en vient la semaine prochaine, qu'on va se voir de quoi va être notre futur. Mais ça doit être difficile auprès de l'organisation là, de voir comment ça va se passer aussi. Est-ce que la saison va commencer en janvier? Comment ça va être? Là? Bon, ça change de minute en minute, là, mais pour vous, ça doit être un calvaire. C'est sûr que depuis tout a commencé, comme on le sait tous, le 12 mars. C'était un jeudi. D'ailleurs, on avait un match au Centre Bell, puis on a reçu le jeudi matin une note de la Ligue qui disait pas de pratique. Il n'y aura pas de pratique aujourd'hui. Assurez-vous qu'il n'y a aucun joueur qui ait pratiqué. Fait qu'on a ni l'équipe adverse, ni nous. Il n'y avait pas de pratique le jeudi matin. Ça a commencé comme ça. Puis c'est là que, en fait, tout a été suspendu. On se souviendra que la saison n'a pas été annulée le 12 mars. Ce n'est que beaucoup plus tard que la saison régulière a été annulée. Mais ça a été suspendu. Puis là, on pourrait parler du 12 mars jusqu'à ce jour. En soi, ça pourrait être des heures de conversation, mais on va s'accélérer pour dire que il y a eu énormément de... C'était très opaque, beaucoup de manque de visibilité. On ne sait pas, en fait, que ce soit dans le domaine de l'aviation, que ce soit dans le domaine de la restauration, peu importe, il y a énormément d'incertitudes, puis on ne sait pas exactement comment les choses vont se dérouler. On sait, puis je dirais, depuis quelques semaines, si on entend nos gouvernements, notre premier ministre avec ses ministres adjoints et qui nous disent comment l'heure est grave, puis il faut refaire attention, puis un peu le reconfinement, tout ça. C'est sûr que pour nous, on doit respecter ce que le gouvernement nous dit, puis on doit faire en sorte de respecter les règles sanitaires le plus possible pour se donner une chance d'en sortir. Mais il reste que, en effet, Gary Bettman, au début, il fait toujours sa conférence de presse lors de la finale de la Coupe Stanley, ce qu'il a fait la semaine dernière. Puis, c'est ça, il commence à évoquer le mois de janvier. On ne le sait pas. Je pense que, je tiens à souligner, selon moi, la Ligue a fait un travail absolument exceptionnel. On est extrêmement chanceux d'être sous le leadership de Gary Bettman, avec Bill Daly, avec
Écoutez, il y a une équipe d'exécutifs à la Ligue qui sont extraordinaires. Je ne peux pas tous les mentionner ici, ils sont plusieurs. Mais je trouve qu'ils ont manœuvré, enfin, pour rendre ces séries-là, probablement la ronde de qualification au début du mois d'août, par la suite, les séries. Puis là, bon, la Coupe n'est pas encore gagnée, mais on va, en fait... on ne sait pas. Quand ça va être diffusé, on ne sait pas si ça aura été gagné ou pas, mais on n'est pas loin. Alors, on se parle, en tout cas, ce matin, elle ne l'est pas, mais c'est quand même assez exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Alors, j'ai comme l'impression que la Ligue nationale va se réserver la plus grande des discrétions et le plus longtemps possible avant de prendre une décision, un peu comme ils l'ont fait pour annoncer le format des séries, les villes, bulles. Plusieurs étaient insatisfaits que ça prenait tant de temps à se prononcer sur le format ou où est-ce que ça allait se dérouler. Mais ultimement, je pense que le temps a donné raison à la Ligue nationale, puis c'est quand même assez exceptionnel qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis moi, j'ai confiance qu'ils vont prendre les meilleures décisions pour l'ensemble des marchés. Puis ce qui est difficile aussi, c'est que les marchés, avec cette histoire de pandémie-là, il n'y a pas un marché qui est vraiment au même niveau. Il y a des marchés où est-ce que là, c'est fou, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de cas, il y en a d'autres où c'est pas si pire. Alors, et puis on sait comment ça fonctionne une saison. Les équipes se rencontrent, il y a du voyagement, il y a des déplacements là, de la frontière. Alors, c'est très complexe. Il y a plusieurs paliers de gouvernement qui devront être impliqués dans cette décision-là. Alors, on va voir. On va voir. Mais je vais t'amener sur une autre question. Une question un peu plus personnelle. J'aimerais savoir, comment va ta relation avec Youpi? Avec Youpi, premièrement? Tu sais, comme on s'entend, là, pauvre lui, là, habituellement, c'est le temps où il retrouve les gens, les câlins. Et là, comment ça va avec Youpi? Comment va Youpi? Isabelle, c'est terrible. Moi, je n'ai pas vu Youpi depuis des semaines parce qu'on ne peut pas aller au Centre Bell, donc on ne se voit pas. Alors, c'est extrêmement difficile, une relation si intense habituellement. Alors, c'est bien difficile, mais Youpi s'ennuie, il a hâte de revoir ses amis, tous ses amis, les jeunes comme les moins jeunes, parce que Youpi est une grande vedette. Youpi, il y a mes filles, on en parlait, qui adorent Youpi, mais Youpi est aimé de tous et de toutes, là. Alors, Youpi a bien hâte de tous nous revoir, on a hâte de revoir Youpi, on s'en ennuie. Je regarde mes photos de Youpi, j'ai quelques photos, je les regarde à l'occasion pour me remémorer un peu ce qu'on avait, mais... Enfin, il faut patienter. Mais, tu sais, je pensais à ça. Quand on voit Youpi, on va y faire un câlin. On va-tu être capable de faire un câlin? Moi, ça me brise le cœur de dire, je vais-tu pouvoir voir Youpi sans y faire de câlin? Je peux pas. Non! Ouais. Ben oui, je lui envoie un gros câlin. Oui, c'est ça. On va voir comment se profile la distanciation avec Youpi. Je t'avoue que là, ça, c'est un petit détail. Je n'ai pas encore pensé à ça, mais on va y venir, j'en suis persuadée. Commençons par le hockey. On va maintenant faire place aux femmes. Parlons de la place des femmes dans le hockey, dans la Ligue nationale. Bon, c'est une des raisons parce que, bon, tu es nommée justement sur le conseil d'exécution. Tu fais partie de ces femmes de décision. Chantal Machabée nous a énuméré justement toutes ces femmes impliquées au niveau de la Ligue nationale dont tu fais partie ou encore là, avec les Creighton de Seattle, où il y a 2 femmes, on parlait justement de la présidente des Sabres de Buffalo, même Ellie Wickenheiser avec les Maple Leafs de Toronto. Comment, toi, tu vois la place des femmes dans le hockey? Oui, bien, premièrement, moi, je pense que c'est très important. C'est super important qu'il y ait des femmes dans le hockey parce que c'est important pour les jeunes filles qui veulent faire une carrière en sport de regarder puis de voir que c'est possible. Fait que moi, je pense que c'est super important. Puis, je trouve que c'est une période importante aussi pour les femmes dans le sport, au niveau du hockey aussi, plus précisément, parce qu'il y en a des changements. Je pense que ça change beaucoup. Tu mentionnes Hayley Wickenheiser avec les Leafs, Camille Granato avec le Kraken de Seattle, évidemment, la première recruteur femme dans le Pro Scout, comme on dit. Oui. Alors, c'est sûr que... Puis évidemment, ces femmes-là ont une crédibilité incroyable au niveau du hockey. Elles ont joué elles-mêmes. Alors, bien sûr qu'elles ont des connaissances requises pour s'acquitter du travail qui leur est donné. Puis, il y a des gens aussi plus au niveau administratif, comme moi. Je parlerai du Canadien dans un instant parce que je pense qu'en fait, je vais en parler maintenant. Le Canadien, évidemment, il y a mon rôle, mais on a notre chef des finances, Anna Martini, chef juridique, Patricia Brissette, chef HR, Sandra Petosa. Tu sais, je veux dire, il y a énormément. Là, évidemment, je voudrais tellement nommer plus. Je n'ai nommé que 3-4, là, mais il y en a plusieurs à nommer. Je pense que ça prend quelqu'un qui ouvre la porte pour ça. Puis, je tiens à le souligner, c'est vraiment Jeff Molson qui dit, sais-tu quoi?
présumément, ils nous croient compétentes, on l'espère en tout cas. Donc, ces gens-là sont compétents, donc je vais leur donner une chance de faire ce travail-là. Puis c'est vraiment lui qui prend la chance, de sortir un peu du profil plus habituel des dirigeants d'hockey pour nommer des gens, que ce soit hommes ou femmes, mais des gens compétents. Puis dans ce cas-ci, ça donne qu'il y a plusieurs femmes, évidemment. Il y a des hommes aussi dans notre groupe de direction. Daniel Trottier, un gars absolument extraordinaire qui est là, entouré de femmes, pauvre Daniel. Mais, je suis sûr qu'il est heureux de ça. Oui, c'est ça. Mais il y a énormément de femmes au Canadien, énormément. Puis moi, je suis absolument très fière de ça. C'est super important. Puis, que ce soit les femmes sur la glace, évidemment, il y a toute la question du hockey féminin. Ça a été difficile récemment. La Ligue canadienne a dû fermer en mars 2019, je crois. On va voir où est-ce que ça s'en va, tout ça, tout à l'heure. Mais que ce soit sur la glace, que ce soit dans les médias, on y reviendra aussi. Il y a beaucoup de femmes dans les médias maintenant, il y en a de plus en plus, ou encore au niveau des opérations hockey, comme on en parlait tout à l'heure, Toronto, Seattle, ou au niveau administratif, un peu comme moi. Puis au niveau de la Ligue nationale, il y a des femmes aussi. Je pense que c'est important. Je pense aussi que c'est important pour les partisans. Pourquoi? Évidemment, on aime le hockey parce qu'on aime le hockey. Qu'on soit un homme ou une femme, on aime le hockey. Mais il y a beaucoup de femmes qui aiment le hockey. Oui. Puis ils aiment le hockey parce que le hockey, c'est un sport absolument excitant. Mais en même temps, si les femmes qui aiment le hockey voient qu'en plus, il y a un tas de femmes dans un tas de rôles, à mon avis, ça ne peut qu'être positif pour développer cette partisanerie-là chez les femmes, puis les amener davantage encore à regarder du hockey. Je suis sûre de ça. Bien, tout est dans tout, hein. C'est des mouvements, c'est mettre en valeur la place des femmes. Plus on en parle, plus on réalise qu'il y en a. Parce que, bon, quand moi, j'ai commencé ce projet-là, Femmes de hockey, c'est sûr que je me suis mis à lire un peu plus, à regarder, à être à l'écoute. Puis, tu sais, on parle des femmes dans les médias. Bon, on parlait avec Chantal de Kelly Chilios. Bien, je lui ai écrit, puis elle m'a répondu. Elle ne me connaît pas, là. Wow. Tu sais, moi, je trouve ça extraordinaire et, tu sais, comme, tu sais, les femmes qui aident les femmes, c'est vraiment beau. Puis, tu sais, toi, t'es la première à avoir siégé au comité de direction du Canadien. Là, il y en a plusieurs. Tu es quand même la première à être nommée comme gouverneure remplaçante. Il y en a d'autres qui se sont joints. Mais tu as eu des places de pionnières. Puis bon, on va avoir, à notre prochaine podcast, on va voir France Saint-Louis, qui a été une des premières au niveau du hockey féminin. Mais toutes ces femmes-là qui ont été des premières, qui ont brisé les barrières, les plateformes de verre, qui ont permis à d'autres d'avancer, ça nous permet d'avoir notre place aujourd'hui, ou à tout de moins de prendre notre place, de nous aider à avoir le courage et d'oser d'être et de dire haut et fort, ben oui, on aime ça, on est là. Puis c'est ce qu'on fait avec Femmes de hockey, en fait. Puis c'est une super initiative, puis j'ai eu l'occasion justement de regarder quelques podcasts avec Marie-Claude, avec Chantal, puis tout ça, puis en tout cas, je vous souhaite le plus grand des succès, puis soyez diffusés, puis qu'on écoute tes podcasts, Isabelle, parce que c'est vraiment intéressant. Puis ça prend toujours des fois, ça arrive, des fois, ça n'arrive pas, mais souvent, tu entends les gens qui disent « Ah, une fois, j'ai vu telle personne, que ce soit un homme ou une femme, ou j'ai été influencée par telle personne. » tu sais. Puis, il y a une étincelle à un moment donné qui se passe quelque part. Puis, si Femmes de hockey, au travers des podcasts, puis la mise en lumière de certaines femmes qui réussissent dans le domaine du hockey peut justement donner ce goût-là. Parce que le sport professionnel, avoir l'occasion d'y travailler, c'est absolument magique. Je le dis, là, puis c'est vrai. Puis, tu sais, même dans les périodes d'un peu plus grande incertitude comme maintenant, avoir l'occasion de contribuer à une équipe de hockey, l'émotion qui est là-dedans, c'est absolument extraordinaire. Des fois, il y a beaucoup d'émotions. Des fois, il y en a peut-être trop. Mais somme toute, c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment une chance inouïe. Puis, j'encourage les gens à se diriger dans le sport. Moi, évidemment, c'est plus la business du sport, si je peux utiliser cette expression-là, mais c'est absolument fascinant. Bien, ça m'amène à une question. Toi, pour toi, qui est la femme d'hockey qui t'inspire? Il y en a quand même plusieurs. C'est sûr que moi, je vais y aller du côté... je vais en nommer deux. Je réponds pas tout à fait à tes questions. Je suis toujours un peu... enfin, je vais en nommer deux. Je vais nommer quelqu'un ici à Montréal, puis je vais nommer quelqu'un au niveau de la Ligue nationale. Je vais commencer avec celle de la Ligue nationale. Il y a une dame qui s'appelle Susan Cohig à la Ligue nationale. Elle est vice-présidente exécutive et c'est elle qui est en charge de toutes les relations avec les clubs. Alors, elle est à la Ligue et puis... elle est vraiment en charge de la relation commerciale entre la Ligue et les clubs. C'est un travail sans fin, considérant qu'il y a 31 équipes, bientôt 32.
Puis c'est une femme qui est à la Ligue nationale depuis, là, je devrais le savoir, je ne le sais pas, mais je vais dire au moins 20 ans. Alors, reportons-nous 20 ans en arrière aussi, là, pour voir qu'elle avait déjà sa place dans le circuit. Une femme, elle se trouve être avocate, une femme super intelligente, posée, qui fait preuve d'un jugement extraordinaire, qui a la délicate tâche de gérer, parce que c'est aussi la relation entre les équipes et la Ligue, tu sais, il y a toute une relation. Là, il y a tout un système de code, de réglementation, Une éthique, de une façon. pratique. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses là. Puis, en tout cas, c'est une femme qui est peu connue au niveau de la Ligue nationale. Elle n'est pas nécessairement dans les médias au niveau de la Ligue nationale, autant que Gary Bettman puisse l'être ou Bill Daley ou Kim Davis, plus récemment, qu'on voit beaucoup justement dans l'initiative de la diversité. Kim, une femme absolument exceptionnelle aussi. Kim, arrivée à la Ligue probablement depuis 2017. En tout cas, moi, j'aimerais dire bravo à Susan Kohik. C'est une femme absolument extraordinaire et qui est là depuis très, très longtemps et qui y est toujours et qui a gravi les échelons un à un et qui a le respect, mais vraiment le respect de tous les gens, des équipes, parce qu'elle fait un travail absolument exceptionnel. Alors ça, c'est ma première réponse. Et la deuxième personne, côté local, parce que c'est une incontournable, c'est une femme absolument extraordinaire qui, tu sais, quand on parle d'inspirer les gens, là, puis évidemment, c'est Chantal, Chantal Maccabé. Mais c'est sûr, tout le monde dit ça, mais je ne suis pas originale dans ma réponse, mais il reste que ça demeure ma réponse parce que Chantal aussi a commencé, ma foi, ça fait quoi? Ça fait 35 ans qu'elle est dans le domaine? Est-ce que ça se fait? Ça va faire 37 ans qu'elle nous disait justement. Malgré que quand ça ne marche pas avec son âge, elle a dû commencer vers 5-6 ans là, dans le hockey là, pour que ça fasse 37 ans. Mais Chantal, tu sais, il reste que on se dit ça change beaucoup, puis il y a beaucoup plus de femmes dans le hockey, et tant mieux. Mais là, si on se reporte 37 ans en arrière, si ça fait vraiment 37 ans, il n'y en avait pas, là, qu'on se dise les choses comme elles sont. Tu sais. Alors, d'avoir eu la résilience, enfin, la volonté de faire sa place, premièrement, ça prend une volonté, évidemment, puis par la suite, une résilience de demeurer en poste, puis, tu sais, des fois, envers vents et marées, là, parce qu'on sait que des fois, c'est pas facile, puis... en tout cas, moi, Chantal, elle a tout mon respect. Puis, c'est une femme c'est vraiment une femme qui est aimée de tous. C'est assez exceptionnel. C'est quelqu'un elle est crédible. Elle est genuine, excusez-moi l'anglicisme, mais elle est très humaine, accessible. Oui, en plus, on l'admire, mais... C'est ça, mais au-delà de ça, elle a des vraies connaissances. C'est pas juste une figure comme ça. Elle a vraiment des connaissances de hockey. Elle suit le Canadien, elle suit d'autres équipes. Elle a une crédibilité tout autant que n'importe quelle autre personne dans le secteur du hockey qui va commenter. Alors, moi, elle a tout mon respect. Je trouve que c'est une femme absolument exceptionnelle. Puis je sais de source sûre que des fois, c'est pas facile, la critique, etc., mais c'est une femme exceptionnelle. Puis elle fait un travail absolument incroyable aussi. Alors voilà, 2 personnes. Bien, c'est 2 très beaux choix. Je suis d'accord avec toi, Chantal Maccabé, c'est une femme extraordinaire. Moi, je l'admirais déjà et d'avoir eu le privilège de lui parler, bien, je suis tombée en amour tout simplement aussi avec la femme qu'elle est. Ouais. On oublie, tu sais, il y a les personnalités publiques, on les voit, on oublie qu'ils sont des humains des fois, qui ont à vivre, à concilier travail-famille, tu sais, comme toi aussi, là, avec tes 2 filles. Tu le vis, tu dois, d'avoir un travail de front comme ça, de leader, mais de jamais oublier un rôle qui est aussi important, de s'occuper de ses enfants. Oui, bien sûr. C'est ça. On essaie d'être agile. Des fois, c'est pas parfait. C'est loin d'être parfait partout, mais on essaie fort, en tout cas. On fait ce qu'on peut hein, avec tout notre amour et notre audace et notre dynamisme. Maintenant, je t'amène dans mon segment La sacoche bleue. Ah oui. Ça, c'est inspiré du podcast La Poche Bleue de Maxime et Guillaume, 2 anciens du Canadien de Montréal. Bon, toi qui es dans le hockey, c'est sûr que tu as une anecdote à nous raconter qui peut être drôle ou un peu plus émotive, quelque chose que tu veux nous partager aujourd'hui par rapport... Une anecdote. Il y en a beaucoup. Il y en a qui ne se racontent pas. Mais c'est celle-là qu'on veut, non? Ouais, les meilleurs ne se racontent pas. Non, je fais des blagues, mais... À heure de grande écoute, là. C'est important que les enfants puissent s'entendre. C'est ça, exactement. Non, mais c'est pas une grosse anecdote, mais celle qui me vient à l'esprit, en fait, puisque tu as parlé du comité d'inclusion, le comité exécutif d'inclusion de la Ligue nationale, tu sais, ça a été annoncé le 3 septembre. C'était un jeudi. Et
Et bon, ça a été repris par certains médias, évidemment, localement. Tu sais. Ouais. Puis, c'est drôle, puis j'ai quand même lu, et je l'ai vraiment lu, que ça faisait état de la nomination. Ça disait que, bon, que j'avais été nommée à ce comité-là, puis c'était fantastique. Puis que ce comité-là était mené par deux hommes extraordinaires, Gary Bettman et Kim Pegula. Je te jure, c'est vraiment vrai. Là. Oui, c'est que, je ne sais pas, la personne a cru que Kim était un homme. Évidemment, Kim Pegula, c'est une femme. Mais non, mais c'est la propriétaire. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, là. C'est vraiment vrai. Alors, tu sais, on a quand même un peu de chemin à faire. Ça m'a quand même fait rire. C'est juste que, d'emblée, la personne a probablement pris pour acquis que Kim Pegula, ça ne peut qu'être un homme, puisque... Enfin, alors, c'est ma petite anecdote qui est un peu liée à ce dont on a discuté plus tôt dans l'organisation. Pas dans l'organisation, mais dans l'entrevue. Alors, voilà. Ah non, écoute, mais c'est vrai qu'on a tout le temps, on penche encore, puis c'est en train de changer, mais quand on parle de hockey, notre premier réflexe, c'est de penser masculin et de penser que c'est des hommes et il y a de plus en plus de femmes et c'est bien comme ça, mais c'est bon d'avoir les deux, d'avoir un équilibre. On veut juste avoir chacun notre place, d'amener notre vision, puis c'est sûr qu'on voit notre façon de faire différemment. Maintenant, je te donne la place pour nous parler d'un produit bleu. Est-ce qu'il y a un produit québécois que tu aimerais mettre en lumière pour nous aujourd'hui? Il y en aurait beaucoup, en fait. Je vais encore répondre avec deux, mais là, je vais m'activer. Deux produits rapidement. Premièrement, évidemment, à notre boutique Tricolore Sport, évidemment, on peut penser à tout ce qui se vend là, mais il y a quand même plusieurs produits qui sont soit dont le design est fait au Québec ou soit qui sont faits au Québec. Évidemment, c'est du temps courant. Là, on a des masques qui sont vraiment faits au Québec. On a des pyjamas pour enfants, Petit Lem, c'est une compagnie québécoise. Alors, je veux mentionner, mes filles sont trop grandes, je suis probablement pour Petit Lem maintenant, mais c'est très, très joli. Puis, on a un très bel assortiment. Alors, peut-être, donc ça, côté québécois. Puis, je veux faire un clin d'œil à notre ami Guy Lafleur, Guy, maintenant, qui a sorti un gin. J'espère que son gin est québécois. J'espère que je ne me trompe pas. Je n'ai pas validé. Mais en tout cas, puisque c'est le gin de Guy, assurément, on va dire que c'est un gin québécois. La bouteille est magnifique. C'est Guy Lafleur. Il y a le 10 dessus. Il y a comme une photo de lui aussi à l'arrière. Ça ferait, j'imagine, de très beaux cadeaux de l'Action de grâce, de Noël ou autre. Alors, ce sont les deux produits que je vais mentionner. On pourrait demander aux gars de faire un concours entre le gin d'Apoche Bleue et le gin de Guy Lafleur pour voir la différence. Guillaume. Oui, exactement. C'est sûr. Là, moi, je ne suis pas une grande experte, mais enfin, ce seraient mes recommandations. Hey, France-Margaret, merci beaucoup d'être venue à Femmes d'Hockey, d'avoir pris le temps de nous parler, de nous raconter ton parcours, comment ça se passe. C'est sûr que pour nous, c'est un beau privilège, puis ça va nous faire plaisir de te recevoir n'importe quand. Si tu veux venir nous parler de d'autres choses qui se passent, tu es une femme de cœur et de tête. Puis pour notre équipe, là, bon, j'ai un parti pris, là, je ne suis pas journaliste, je peux le dire. Moi, je suis une grande fan du Canadien. Et on va suivre le repêchage, ils seront présents, peu importe la formule qu'il va avoir cette année. On va être là, on va écouter, on va regarder nos Canadiens de Montréal et les Rockets, c'est important. Donc, pour continuer à promouvoir la place des femmes dans le hockey, n'hésitez pas à nous suivre Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. On est là, partagez, commentez. C'est important pour nous de vous avoir avec nous. Merci, France. Isabelle, merci infiniment. Merci, à une prochaine. À la prochaine, merci.